À partir du moment où on vous diagnostique un cancer, c'est la Terre qui arrête de tourner. Enfin, c'est le monde qui s'écroule. Pourquoi moi, je m'en suis sortie et d'autres pas? Ma réponse, c'est pourquoi pas moi? Le bouquin est terminé, on le met dans la bibliothèque. Moi, j'ai eu envie de continuer et je me dis, tiens, je vais ouvrir un blog un matin à 9h. Et puis ça me dépasse. C'est ça qui va changer les choses. C'est que les patients apprennent aux professionnels de santé ce que c'est de souffrir d'une maladie chronique. Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie. Ayant moi-même été touchée par le cancer, je suis aujourd'hui en charge de faire entendre la voix des patients chez Résilience, une communauté de patientes et patients, de familles, d'amis, d'aidants, bref, de tous ceux qui un jour ont croisé le cancer sur leur chemin. La résilience, c'est l'aptitude à se construire et à vivre en dépit de circonstances traumatiques. Dans ce podcast, nous allons tenter de donner vie à ce concept, en tendant le micro à celles et ceux qui en parlent le mieux. Pas de conseils médicaux, pas de mode d'emploi, pas d'injonction, mais plutôt une pause, une rencontre, un témoignage, une voix. Aujourd'hui, je vous invite à écouter une femme qui m'a personnellement inspirée et que j'affectionne particulièrement. J'ai nommé Catherine Cerizet. Ancienne clerc de commissaire-priseur à l'hôtel Drouot pendant une quinzaine d'années, Catherine a puisé en elle-même de nombreuses ressources pour affronter son cancer du sein au début des années 2000. Au fil de toutes ces années, elle a su rebondir tant sur le plan professionnel que personnel. Nous vous proposons aujourd'hui l'écoute du récit d'une femme pas comme les autres, d'une patiente aux 1000 casquettes, une patiente engagée qui a tracé la voie d'un meilleur accompagnement pour de nombreuses personnes touchées par le cancer. Bonne écoute. Bonjour, je m'appelle Catherine Cerizet. J'ai travaillé dans l'art pendant plus de 20 ans. J'étais mariée avec 2 enfants de 4 et 7 ans à l'époque. Et le 10 décembre 2000, je suis sous la douche et je sens une petite boule sous mon aisselle, très très dure, un petit truc. Et donc je vais voir mon gynéco que je connaissais très bien, qui m'avait accouché de mes 2 enfants, qui me dit mammo écho, et si on vous pose la question, biopsie. Donc je vais faire la mammo et nous on partait le 24 décembre sous les tropiques. Donc j'active les choses et puis je deal en disant il faut absolument les résultats avant le départ. Et les résultats sont parvenus, sont tout bons. Donc je pars, on passe 15 jours idylliques sous les tropiques. Et puis mon gynéco m'appelle début janvier en me disant on va enlever la petite boule. Donc on m'enlève la petite tumeur. Et une semaine après, je vais faire enlever les fils. Et puis il arrive pas souriant, ce qui n'était pas son habitude. Et il s'assoit et il me dit c'est pas bon. Et il me dit, moi, à mon avis, il faut enlever le sein, etc. Et chimiothérapie et tout. Donc, vendredi soir, un jour de janvier, enfin, terrible. Donc, j'appelle mon mari et je lui dis, écoute, rentre tout de suite, j'ai un cancer. À partir du moment où on vous diagnostique un cancer, c'est la Terre qui arrête de tourner. Enfin, c'est le monde qui s'écroule. Bref, suivent 12 chimiothérapies après l'ablation du sein, 12 chimiothérapies. Bon, je suis très fatiguée, je suis pas bien. Ça dure assez longtemps et je me fais reconstruire et je reprends le travail. Et puis, un mois avant de reprendre le travail, je vais faire mes contrôles et là, je sens à nouveau une petite boule au niveau de l'aisselle, du côté du sein opéré. Et je dis à mon médecin, mais c'est quoi ça? Il me dit, mais non, mais rien, c'est une graine de semoule, c'est rien du tout. De toute façon, on vous a enlevé tous les ganglions. Il n'y a pas de problème. Je pars en vacances et je psychote, je touche en permanence ce petit grain de semoule qui se transforme en grain de riz.
Donc, il grossit et donc en septembre, je vais sans rendez-vous à l'hôpital, j'attends, je le vois sortir et je dis, il faut que je vous voie. Et là, il me dit, mais c'est quoi? C'est ce petit grain de riz? Et je dis, ben oui, grain de riz, grain de semoule, 1 million de fois plus gros. Donc, je fais une deuxième tumorectomie et je vais voir mon chirurgien pour enlever les fils. Et là, il sort et il a la même attitude que mon gynécologue 2 ans avant, les épaules tombantes, le regard fuyant, et je sais que c'est pas bon. Et en fait, c'était un ganglion qui n'était pas venu avec la chaîne ganglionnaire et qui était resté et qui avait décapsulé, etc. Donc la rebelote, 6 cures de chimiothérapie, radiothérapie, 30 séances et hormonothérapie pendant 5 ans. La rechute, c'est d'autant plus dur qu'on sait par quoi on est passé et qu'on sait qu'on va recommencer. Et je me souviens très bien que quand je suis retournée chez moi, j'ai dit à mon mari, je n'y retourne pas. Je me suis écroulée dans le couloir et il m'a pris les bras et il m'a dit, tu n'as pas le droit, on a 2 enfants, tu y vas, tu te bats. Et quand j'ai demandé à mon oncologue qu'elle changeait, il m'a répondu, nous vieillirons ensemble. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire comme réponse parce que ça n'est pas mentir. Toutes les minutes, on vieillit. Mais c'était une super belle réponse parce que on a peur et il faut donner de l'espoir sans mentir. Et en fait, quand on m'a annoncé mon cancer, je connaissais pas grand-chose. Ce que je savais, c'était que c'était potentiellement mortel. Mais je n'en savais pas plus, en fait. Je ne savais rien. Après, moi, je suis quelqu'un qui se renseigne beaucoup. Et dans les années 2000, alors, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il y avait très, très peu de choses. Et je sais qu'à l'époque, j'ai cherché et il y avait un forum, qui était le forum de la Ligue contre le cancer. Et je me suis rendu compte à l'époque que ça m'apportait beaucoup d'échanger avec les personnes qui étaient atteintes. Et puis moi, je posais beaucoup de questions à mon médecin. Et puis, j'allais sur Internet, qui existait. J'allais sur Internet, sur Google, et je cherchais, je me renseignais, etc. Et après les 5 ans d'hormonothérapie, donc on arrive en 2008, mes enfants sont grands, ils mangent à la cantine, ils sont au collège et au lycée, et je m'ennuie. Et j'avais une amie qui tenait un blog, et je me dis, tiens, je vais ouvrir un blog, un matin à 9h, mais vraiment comme ça. J'ouvre le blog, je me dis, qu'est-ce que je vais bien pouvoir écrire? Et puis, je commence à raconter mon histoire. Et puis, ça me dépasse. Ça me dépasse complètement parce que c'était un des seuls blogs sur le cancer du sein en France à l'époque. Et donc, bon endroit, bon moment, je réponds à un besoin et les gens commencent à me contacter. Le blog, je l'ai tenu de 2009 à 2017. J'ai eu plus de 3 millions de vues. Enfin, ça a été complètement délirant. Et j'ai écrit un article qui s'appelle « La culpabilité des survivants », qui est en fait un hommage à mon grand-père, enfin mes grands-parents, qui sont revenus des camps de concentration et qui, eux, vivaient la culpabilité de survivre alors que un de mes grands-pères avait perdu 2 de ses filles à Auschwitz et que lui était revenu et que c'était terrible pour ces gens de se dire pourquoi moi. Et en fait, moi, en tant que survivante d'un cancer du sein, je me suis posé la question pourquoi moi. J'ai mis des mois, des années à avoir la réponse, qui est ma réponse, qui est probablement pas la réponse de tous. Ma réponse, c'est pourquoi pas moi. C'est la vie qui est comme ça. Alors évidemment, il y a des cancers qui sont dus à plein de raisons, etc., etc. Le cancer du sein, il est multifactoriel. J'ai pas de surrisque héréditaire. Donc pourquoi moi ? Pourquoi pas moi ? Mais le pourquoi moi de pourquoi je suis diagnostiquée d'un cancer du sein, il est terrible quand il devient le pourquoi moi, je m'en suis sortie et d'autres pas. Et ça, c'est quelque chose que j'ai terriblement ressenti quand j'ai laissé sur le bord de la route beaucoup d'amis et que
finalement, on célèbre toujours les survivants. Octobre rose, c'est rose bonbon, c'est bravo les survivants. Mais celles qui ne survivent pas, elles ont fait les mêmes traitements. Elles avaient la même volonté de survivre. Elles avaient la même volonté de s'en sortir. Et elles s'en sont pas sorties. C'est une question de bol. J'ai eu du bol, j'ai eu de la chance. Et j'ai eu beaucoup de mal à me défaire de cette marque de survivante. Et de me dire que finalement, j'ai eu cette chance-là. Eh bien, je vais en faire quelque chose. Pour celles qui n'ont pas eu cette chance-là, en fait. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été très, très bien entourée par mon mari. Vraiment, vraiment. Bon, il avait une maman qui avait eu un cancer, donc il a été vraiment très, très aidant. Et puis les enfants, ils étaient petits, mais on avait décidé de tout leur dire. Je leur ai expliqué que j'avais un petit bobo au sein, qu'on m'avait enlevé le bobo, etc. Et puis que finalement, les médicaments qu'on me donnait allaient me rendre très malade. Et en fait, on avait un jeu, on jouait au polochon, des batailles de polochon. Et moi, j'étais le méchant cancer. Mon fils était les médicaments et ma fille était les globules blancs qui baissaient à cause de la chimiothérapie. Évidemment, le cancer perdait toujours. Donc voilà, c'est comme ça qu'on leur a expliqué. Et, c'est quelque chose qui a fait partie de leur vie. Et moi, j'ai eu très, très peur que mes enfants soient traumatisés d'avoir une maman malade, etc., etc. Et ma fille, un jour, à 16 ans, m'a dit « Je voudrais écrire sur ton blog ». Donc, j'avais jamais laissé qui que ce soit écrire sur mon blog. Et elle a écrit un super post où elle explique que, en fait, je dis ça, mais c'est ces mots, que je suis son héroïne et que le fait d'avoir été une enfant d'une maman malade n'a pas impacté sa vie et qu'au contraire, elle en est beaucoup plus forte. Et en fait, c'est un post qui a été énormément lu et qui a, je pense, donné beaucoup d'espoir aux mamans qui sont toujours très, très angoissées et très culpabilisées, en fait, d'être malades. La rhétorique sur la guerre et le cancer, etc., elle plaît à certains, à d'autres pas. Et moi, ça me choque pas. Il y a des gens qui donnent un nom à leur cancer. Enfin, il n'y a pas de choses exactes. On fait comme on le sent, comme on peut. Maintenant, l'après-cancer, on en parle peu. Et c'est un moment extrêmement difficile parce que on n'a plus ces rendez-vous, etc. On n'est plus coucouné par l'équipe de soins, les infirmières, les médecins. On est chez soi. Les proches, pour eux, c'est fini. Le bouquin est terminé, on le met dans la bibliothèque. Et en fait, pour la personne qui a survécu, c'est pas fini. On a cette épée de Damoclès, on a ces contrôles tous les 3 mois, puis après tous les 6 mois, puis après tous les ans. On a toujours peur. Quand on a mal à la tête, on se dit c'est peut-être venu au cerveau, on tousse, c'est peut-être les poumons, etc., etc. Et les gens ne le comprennent pas, parce que pour eux, les traitements lourds sont terminés, donc on doit clore le chapitre. Et moi, on m'a souvent dit, mais d'autant que j'ai ouvert le blog 9 ans après, mais qu'est-ce que tu continues à parler de cancer ? Mais qu'est-ce que tu continues à vivre là-dedans ? Ferme le bouquin, vis autre chose. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le font, et c'est très bien. C'est très, très bien. Là aussi, c'est tout à fait respectable. Moi, j'ai eu envie de continuer. J'avais envie de donner aux autres. Je me disais, les patients entre eux, ils peuvent s'aider, quoi. Mais c'était pas réfléchi. C'était vraiment un sentiment que j'avais comme ça. Et j'avais envie de mettre une petite pierre à l'édifice. Donc, je suis là, au bon endroit, au bon moment. Je suis visible. Je suis contactée par la Haute Autorité de Santé qui me dit « on aimerait bien que vous soyez expert dans nos groupes de travail, mais la case blogueur, on n'a pas... vous ne faites pas partie du milieu associatif, etc. » Et je me dis « Bon,
Effectivement, il faut que je rentre dans le milieu associatif. Et j'ai appris, j'ai beaucoup lu, beaucoup. J'ai beaucoup relayé sur mon blog, sur les réseaux sociaux. Et en 2012, j'avais divorcé, dommage collatéral du cancer. Et donc, j'ai cofondé une agence de conseil en santé parce que je me rendais bien compte que les gens faisaient des choses pour les patients, mais sans les patients. Et je trouvais ça complètement idiot, en fait. Et puis en 2016, il y a une femme qui m'a contactée en me disant, écoute, voilà, on fait un programme de formation des médecins généralistes par les patients. Je lui dis, pardon? Elle me dit, oui, c'est les patients qui sont profs. Et donc depuis 2016, je suis patiente enseignante. Alors on dit enseignante de la perspective patient à la fac de Paris-Sorbonne Nord, anciennement Paris 13, auprès d'internes en médecine générale. Et là, je me dis, mais c'est ça, en fait. C'est ça qui va changer les choses. C'est que les patients apprennent aux professionnels de santé ce que c'est de souffrir d'une maladie chronique. Est-ce que je suis une patiente experte? Alors, on parle de patients experts, on parle de patients partenaires, on parle de patients ressources. À l'époque, en 2009-2010, les médecins n'aimaient pas tellement le terme patient expert. Alors, on parlait d'expertise profane des patients. Alors, nous, on leur disait, mais attendez, la musique profane, elle est forcément moins bien que la grande musique. Donc, l'expertise profane des patients serait moins bien que l'expertise scientifique des professionnels. Et puis, ça matchait pas, en fait. C'était trop tôt, je pense, ça matchait pas. Et puis là, depuis quelques années, il y a eu le modèle de Montréal qui est arrivé en France. Et le modèle de Montréal, eux, ils ont pris les choses différemment. Ils ont parlé de patients partenaires. Patients partenaires de ses soins, patients partenaires de l'équipe de soins, etc. C'est mieux passé. Et puis, on a aussi parlé du patient ressource, de patient ressource pour ses pairs, ressource pour les autres patients. Qu'est-ce qu'un patient expert / partenaire / ressources, etc. Avant toute chose, c'est un patient qui a pris du recul par rapport à sa propre histoire. C'est un patient qui va lui-même ne plus se représenter lui-même, mais se représenter lui, mais surtout les autres. Parce que chaque histoire est singulière. Et en fait, toutes ces histoires singulières, elles doivent permettre d'aider les autres, d'aider le système de santé, d'aider les autres patients, etc., etc. Donc un patient expert, en fonction de son appétence, en fonction de sa volonté, de ses compétences, etc., il peut aider les autres, il peut être père aidant, il peut donner des cours aux professionnels de santé, comme je le fais. Il peut faire de l'éducation thérapeutique. Il peut travailler sur la vie du médicament avec des laboratoires. Il peut faire plein de choses, mais il faut avoir l'envie, avoir pris du recul par rapport à sa maladie et avoir les compétences requises. Et en fait, la démocratie en santé, c'est une chose extrêmement importante qui a été gravée dans le marbre avec la loi du 4 mars 2002. Un patient a des droits, il a le droit à l'information, il doit donner un consentement éclairé. Éclairé veut dire qu'il a compris, donc que l'information a été donnée de façon claire. Voilà, on a des droits au niveau de la fin de vie, on a voilà, etc. Et en fait, une des choses peut-être les plus importantes, c'est le droit à l'information. C'est-à-dire, on a le droit à l'information. On a le droit aussi à refuser cette information, à dire moi je veux pas savoir, mais on a le droit à cette information et c'est extrêmement important parce que j'ai toujours été persuadée qu'un patient bien informé est un patient mieux soigné. Donc en fait, on ne peut adhérer à un traitement que si on a accepté le traitement et compris le traitement. Et comment on l'accepte, ce traitement? Parce qu'on partage la décision avec son médecin. Le médecin t'informe et lui, il sait quelles sont les options thérapeutiques qui vont à ta pathologie. Et moi, en tant que patient, j'ai mes valeurs, j'ai mon style de vie, j'ai mes doutes. Donc, je vais donner un exemple très simple.
Les femmes atteintes d'un cancer du sein peuvent se faire reconstruire. Une des techniques de reconstruction, c'est une reconstruction par le grand dorsal. Donc, on t'enlève un muscle du dos qui va servir à former un sein. Moi, je suis une femme. Mon kiff dans la vie, c'est de faire de la nage sur le dos. Et bien, si mon médecin ne m'interroge pas sur ce que je fais, si je ne partage pas la décision avec lui et qu'il me fait cette technique, alors que d'autres techniques sont possibles pour moi, et il y en a forcément d'autres, et ben ma vie est fichue. Or, lors d'un divorce à l'amiable, on accepte beaucoup plus les choses que lorsqu'on se frite. Donc là, c'est la même chose. Si on t'ordonne de prendre quelque chose, tu le prendras moins bien que si tu le décides avec ton médecin. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui font que on permet au patient d'être acteur, on l'aide à l'être en tout cas. Et je pense qu'on est tous acteurs de notre parcours, que ce soit figurant ou rôle principal, en fonction de nos choix, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas. Et là encore, c'est tout à fait respectable. Il ne faut pas que ce soit une injonction d'être acteur. Parce que finalement, le système de santé, ça les arrange beaucoup qu'on soit autonome. Parce que plus on est autonome, moins ils ont besoin d'en faire pour nous. Et comme en ce moment, les traitements deviennent des traitements oraux, si on n'est pas autonome, ben, on ne va pas prendre nos traitements, pas correctement, etc., etc. Et en plus de ça, là encore, ça crée des inégalités parce qu'il y a des gens qui ne sont pas en capacité d'être acteurs. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui font qu'on permet aux patients d'être acteurs, d'être plus acteurs, on l'aide à l'être en tout cas. Ce que j'aurais envie de dire aux patients et patientes qui sont diagnostiqués d'un cancer aujourd'hui, c'est vous avez des ressources. Alors ça ne va pas être une partie de plaisir, il y a des choses plus sympas dans la vie, mais vous avez des ressources pour le faire. Et aussi, écoutez-vous. C'est vous qui êtes malade, donc c'est vous qui devez vous écouter. Si on vous dit repose-toi et que vous n'avez pas envie de vous reposer, ben vous vous reposez pas. Si on vous dit bougez et vous n'avez pas envie de bouger, ben bougez pas. Pour les gens qui sortent des traitements, pleurer, ça fait du bien pendant ou après les traitements. Il n'y a pas de honte à pleurer. Moi, je dis toujours que quand on pleure pas, c'est ce que je disais à mes enfants, c'est comme une pelote de laine qui fait des nœuds. Et après, au bout d'un moment, eh ben, il y a plein de nœuds. Alors que si on pleure, il n'y a pas de nœud. Il n'y a pas de nœud qui se fait. Et donc, il n'y a pas de pelote de laine. Il y a juste un fil, le fil de la vie. Là encore, écoutez-vous, laissez-vous du temps. Laissez-vous du temps pour digérer ce que vous avez vécu. Et de dire le moral c'est 50% de la guérison, ça me tue, ça m'énerve. Parce que si c'était le cas, on soignerait le cancer avec des antidépresseurs, pas avec des chimiothérapies. Non, le moral c'est pas 50% de la guérison parce que aucun malade n'a le moral H24 100% du temps, ça n'est pas vrai et c'est hyper culpabilisant d'entendre ça. Donc oui, vous avez le droit de craquer, oui, vous pouvez craquer. C'est important de le faire pour mieux repartir. Quand on touche le fond de la piscine, on donne un coup et on remonte. Donc vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit de craquer. C'est pas juste ce qui arrive, c'est pas juste ce qui vous arrive. Maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de léguer aux futurs patients, partenaires, experts, ressources ou je ne sais quoi? C'est prenez soin de vous aussi, parce que c'est vachement dur d'aider les autres et qu'il faut le faire. Il faut que ça vous apporte des choses, il faut que ça vous nourrisse. On ne peut pas aider les autres si ça ne nous nourrit pas, mais on ne peut pas bien aider si on n'est pas bien dans sa tête. Et la suite pour moi, c'est
continuer à être en bonne santé, ne pas avoir de problème à ce niveau-là, et puis passer la main doucement, parce que, non pas que j'ai plus la niaque, hein, je l'ai toujours, mais je pense que c'est bien de laisser la place. Je suis très contente qu'il y ait plein de patients qui prennent le relais, qui aient envie. En fait, j'ai appris que j'étais pas un boomer, une boomeuse. Je suis une nolde. Vous savez ce que c'est, une nolde ? Une nolde, c'est never old. Pour moi, la résilience, c'est donner du sens à ce qu'on a vécu, quel qu'il soit. Intégrer le fait qu'on ait vécu ça pas pour rien, ce qui ne veut pas dire d'en faire quelque chose, mais juste donner du sens. Pour moi, la résilience, c'est ça. C'est donner du sens à l'épreuve qu'on vient de vivre. Mais donner du sens, ça ne veut pas dire faire quelque chose. Ça veut dire comprendre. Pourquoi ? Quand j'ai compris que le pourquoi moi était ma réponse, ça m'a apaisée parce que ça avait du sens. Voilà, j'avais donné du sens à ce que j'avais vécu. Même si le pourquoi pas moi n'est pas vraiment une explication, mais c'est mon explication. Quelle belle définition de la résilience que nous a partagée Catherine. Donner du sens à ce que l'on a vécu, un sens propre à chacun. Comme elle, je vous souhaite de vivre avec audace et intensité, au son de votre intuition. Le témoignage de Catherine remet non seulement en lumière le cadre légal de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des patients, mais aussi la pluralité d'engagements possibles. Devenir bénévole dans une association, blogueur, patient partenaire, chercheur, enseignant, ou plus simplement apporter un peu de réconfort à son voisin de salle d'attente. Autant de rôles et d'actions possibles, si vous en ressentez l'élan bien sûr. Une seule ligne directrice, écoutez-vous et prenez soin de vous avant tout. Merci à Catherine Cerizet pour ce précieux témoignage, mais aussi à vous de nous avoir écoutés.